Alors, donc, on va enchaîner avec l'article proposé par Antoine Huard. Donc, c'est un expert de l'amylose et des autres maladies de dépôt d'immunoglobuline monoclonale. Donc, il est néphrologue à Toulouse et il va nous parler un peu, ben, c'est un truc à la mode, hein, d'IA, d'intelligence artificielle, pour tenter un peu de prédire, si j'ai bien compris, les facteurs de risque de mortalité et d'insuffisance rénale terminale chez les patients atteints d'amylose AL. Je te laisse, Antoine. Merci beaucoup. J'espère que vous voyez mon écran. Hop, ça partage. Personne ne me répond. Oui, oui, c'est bon. Allez. Oui, donc merci beaucoup de l'invitation et merci de me permettre de vous parler de cet article. Je vais essayer d'être concis parce que il y aura pas mal de questions et puis on reste dans la thématique quand même engagée par Estelle, qui est comment évaluer les pronostics. Alors c'est vrai de bien comprendre d'abord d'où on part, c'est important. Estelle a fait le rappel sur la maladie hématologique, je ne vais pas en parler, mais vous connaissez tous ces scorings qui ont été proposés avec le score en premier lieu de la Mayo Clinique, celui que tout le monde connaît et qui fait aujourd'hui foi qui permet en fonction de la troponine et du NT-proBNP de distinguer la survie et d'évaluer un peu le patient. Ce score a été réévalué en 2019 par l'équipe de la Mayo, qui ont intégré un stade 4, c'est-à-dire finalement un stade 3A avec une troponine et un proBNP élevé et un delta de chaîne légère important. Alors la limite de ces scores d'abord, c'est qu'ils n'établissent le pronostic que sur le plan, avec une atteinte cardiaque sévère. Il n'y a pas d'intégration des caractéristiques échographiques et finalement on peut s'interroger où on positionne le strain. On nous dit le strain très bas c'est très grave, mais finalement on ne sait pas l'intégrer dans ce score. Et puis il y a de plus en plus de remises en question sur l'impact notamment des chaînes légères et de ce fameux delta de chaînes légères avec des séries qui commencent à apparaître en disant finalement que les uns et les autres ne retrouvent pas de gravité associée à ce delta. Sur le plan rénal, je ne vais pas insister davantage. Les scores nous aident beaucoup et c'est vrai que, que ce soit Paladini ou Castritis ont établi des scores basés sur la protéinurie et le débit de filtration glomérulaire avec des rapports que Estelle vous a déjà détaillés et qui vont définir le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale. Alors, ces rapports, ils ont deux intérêts. Ils ont l'intérêt de fixer un peu les choses vis-à-vis du patient, mais ils ont aussi l'intérêt d'évaluer la cinétique. Et c'est vrai que ces scores établissent le fait que, par exemple, à 6 mois, eh bien, si le DFG diminue, c'est de mauvais pronostics. Au contraire, si la protéinurie baisse ou si la réponse hématologique est importante, eh bien, le pronostic va changer. Et donc, c'est vrai que ça donne quand même de l'espoir aux patients avec l'impact des thérapeutiques hématologiques en premier lieu et puis l'impact de la réponse rénale, ce qui permettra aussi pour les études ultérieures d'avoir des cibles de réponse thérapeutique, non seulement hématologiques, mais aussi pour les organes et pour évaluer les choses et fixer un peu les cibles dans les études et l'analyse des études. Par contre, ce score ne définit aucun impact sur la survie et finalement, le fait d'avoir une atteinte rénale ou pas, c'est important, mais qu'est-ce qu'il en est finalement? Donc les auteurs ont essayé de reprendre leur série. Ils ont quand même rétabli sur quasiment une trentaine d'années 267 patients qu'ils ont pris au diagnostic. Ils ont répertorié 31 symptômes, 28 variables biologiques. Ils ont mouliné tout ça. Ils ont écarté de leur série les patients pour lesquels il y avait moins de 60% de données présentes. Ils ont un peu triché, ils expliquent que le ProBNP n'était pas disponible dans leur centre avant 2000 et donc ils ont fusionné BNP et ProBNP de manière en établissant deux groupes mais en gardant les données. Et au final, 15% des valeurs étaient manquantes, ce qui est assez faible. Et donc à partir de ça, eh ben, ils ont mouliné un peu leurs données, ils ont défini un algorithme avec comme critère de jugement principal la mortalité à 1 an, 5 ans et 10 ans. C'est du rétrospectif, donc ils avaient déjà la mortalité et ils ont finalement fait travailler leur algorithme. Le critère de jugement secondaire était la progression vers l'insuffisance rénale terminale. Et donc, après de nombreuses manœuvres dont je vais vous épargner les explications fastidieuses, ils ont comparé avec des algorithmes les variables, voir si elles étaient généralisables. Ils ont fait des méthodes d'apprentissage. Et donc, comme disait Vincent, c'est le début de l'intelligence artificielle. Et puis, ils ont quand même comparé par rapport aux stadifications cardiaques qu'eux avaient établies en fonction du pro-BNP et de la troponine, et puis des stratifications rénales de Paledini et de Castritis. Et puis ils ont mis tout ça dans une machine et ils ont distingué trois groupes.
Trois groupes à risque, un groupe à risque faible, un groupe à risque intermédiaire et un groupe à risque élevé. C'est finalement, à partir de là, ils ont regardé tout d'abord quelles étaient les variables qui étaient les plus significatives. Bah, on s'y attend, mais sans s'y attendre vraiment. Bah, la pression artérielle systolique, c'est la première variable qui sort, la plus caricaturale, capable quasiment à elle seule de distinguer les groupes. La pression artérielle diastolique et puis les données de l'échographie cardiaque. Sur les variables biologiques, des variables simples, l'albuminémie, plus elle est basse, plus c'est embêtant. La protéinurie, plus elle est haute, plus c'est embêtant. Les marqueurs cardiaques, évidemment. Et puis des marqueurs qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien, qui sont des marqueurs étiquetés de dysfonction endothéliale, l'acide urique, le LDH et les dédimères. Et vous voyez que ces trois groupes sont distingués de manière un peu triviale, hein. Le groupe à faible risque, bah, les auteurs enfoncent des portes ouvertes, c'est ceux qui ont eu plus d'atteinte des tissus mous, plus d'atteinte gastro-intestinale, des marqueurs cardiaques plus bas, mais ils retrouvent aussi l'impact ici du taux de chaîne légère. Ceux-là ont un taux de, DFG, de delta, un delta pardon, entre kappa et lambda plus faible. Ils ont plus de kappa. Dans le groupe intermédiaire, eh bien, il y a beaucoup plus d'atteintes rénales. Une hypoalbuminémie, une protéinurie élevée, un DFG plus bas, moins de macroglossie, étonnamment. Et dans le groupe à risque élevé, eh bien, on retrouve les cardiopathes, essentiellement ceux qui ont des marqueurs cardiaques élevés, mais aussi ceux qui ont un delta de chaîne légère élevé. Quand on regarde sur ces trois groupes, hein, vous voyez que chaque groupe est représenté de manière significative, eh bien, la survie globale va être d'autant plus importante que le groupe est à faible risque. L'incidence cumulée de décès également, et l'incidence cumulée d'insuffisance rénale terminale va être beaucoup plus présente dans le groupe intermédiaire. On peut d'ores et déjà facilement interpréter ça, c'est-à-dire que si le patient n'est pas mort, il est plus à risque rénal. Mais celui qui est dans le groupe à risque très élevé, vous voyez une survie globale de 1,2 ans en médiane, ce qui ne lui laisse pas le temps d'évoluer vers l'insuffisance rénale terminale. Alors, la discussion est assez simple, hein. C'est vrai que c'est une cohorte rétrospective assez importante qui couvre plusieurs décennies. Pour la première fois, une intégration des données globales à la fois de mortalité et d'insuffisance rénale. Elle intègre le delta de chaîne légère dans le pronostic. Elle permet d'identifier un certain nombre de marqueurs simples au diagnostic que sont l'albuminémie, la pression artérielle, l'AVS, la troponine, le proBNP et des biomarqueurs qu'on utilise au quotidien. Et puis, euh, dans le groupe intermédiaire, je vous l'ai dit, c'est assez logique, eh bien, ils vont évoluer un peu plus vers l'insuffisance rénale terminale. Il n'y a pas d'association néanmoins entre l'insuffisance rénale et le risque de décès. Les auteurs n'ont pas réussi à montrer ça. Les limites, c'est une étude rétrospective avec probablement des biais de population, quelque chose qui mériterait d'être fait en prospectif. Un score qui n'est pas calculable facilement, il faut un algorithme, et donc l'algorithme pour l'instant c'est l'équipe de Boston qui le détient et on n'y a pas accès. C'est quelque chose qui manque clairement de finesse. On va dire aux patients, bonjour en étage 1, vous avez un risque élevé, vous êtes dans le groupe 3, vous allez mourir, ou vous êtes dans le groupe 2, vous allez dialyser, c'est un peu glauque, ou alors vous avez une maladie légère et du coup tout va bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de notion de cinétique, il n'y a pas d'impact montré des thérapeutiques, il n'y a pas d'impact non plus de la réponse hématologique. Et il manque quand même dans cette évaluation de scoring de l'espoir. Il n'y a pas non plus, et je sais que Vincent posera la question, d'analyse cytogénétique qui nous permettrait d'identifier des cytogénétiques plus à risque ou alors encore un variant de chaîne légère plus à risque de développer telle ou telle présentation clinique. C'est pour autant un premier pas vers l'intelligence artificielle qui va intégrer dans un seul score finalement de nombreuses variables, rénales et cardiaques mélangées. C'est un score pardon, qui va donner un pronostic au diagnostic. Bien entendu, il manque des données prospectives pour permettre de mieux comprendre et mieux appréhender ces données et donner de l'espoir aux patients en leur disant le traitement qu'on va vous apporter marche très bien et le score va s'améliorer. Je vous remercie. Je suis dans les temps, non? Ok, non, J'espère. parfait, Antoine. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Alors, moi, sinon, j'en ai deux, effectivement. Déjà, la première chose, enfin, c'est pas des questions, c'est des remarques. Je vois que dans le score intermédiaire, il y a l'albuminémie qui sort. Et moi, je pense que sur justement le travail qu'a présenté Estelle, je suis assez surpris de l'absence de l'albuminémie dans les facteurs pronostiques de réponse rénale. Parce qu'à mon sens, la protéinurie chez les patients qui ont une amylose, ils ont souvent une protéinurie très fluctuante.
Mm. Et probablement l'albuminémie est quand même un meilleur marqueur que la protéinurie, mais bon, c'est vrai qu'il y a d'autres causes. Je suis, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que c'est l'intérêt un peu de ce type d'études, c'est-à-dire que la Mayo Clinic, quand ils ont sorti leur premier score, Palladini ensuite et Castritis, ils ont fait avec ce qu'il y avait. Enfin, je suis Mm. d'accord avec toi, l'albuminémie, je suis pas sûr qu'elle était intégrée dans leur base de données dès le début, quoi. Ouais, mais je pense que ça va être intéressant, effectivement. Ils en parlent, Estelle, dans l'article, un peu de Non, l'albuminémie. ils parlent très peu de l'albuminémie et comme en plus, pour l'instant, eux, ils ont récupéré la biblio de ce qui avait été fait et proposé et l'albuminémie n'avait pas été proposée jusque-là. Je pense effectivement, et nous, c'est ce dont on se sert beaucoup en pratique clinique. Et puis, l'albuminémie, c'est une vision du néphrologue. L'albuminémie, pour l'hématologue, elle est sur l'électrophorèse, c'est à peine s'il la regarde et elle n'est pas très fiable sur l'électrophorèse. Donc, Ouais. c'est... Et c'est juste si leur patient est dénutri qu'ils vont regarder finalement. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Sinon, moi, j'en ai un deuxième. C'est bon, en plus, c'est l'équipe de Boston, hein. Je pense qu'ils vont nous sortir un prochain papier en incluant le séquençage des chaînes légères, hein. C'est quasiment sûr. Ouais, bien sûr. Voir s'il y a des variants à risque, hein, puisque Boston, ils ont quand même une très très grosse cohorte de séquençage des chaînes légères d'amylose. Donc, à mon avis, d'ici 2 ans, ils vont nous faire le même papier avec les chaînes légères, mais ce sera intéressant de comparer justement avec ce que nous, on a comme résultat, puisque là, on commence à faire de l'IA justement pour prédire un peu la toxicité des chaînes légères. Et donc, avec Limoges, on travaille beaucoup sur ces séquences de chaînes légères. Est-ce qu'on peut prédire une toxicité plus importante? Est-ce que Mm. ça va plus causer des atteintes cardiaques, une macroglossie? Enfin, voilà. Mais l'avenir, ça va être ça, hein. Oui, tout le monde s'y met. Il y a des bases de données européennes qui commencent à être ouvertes pour ce genre de données. Effectivement, c'est la logique même. Mais surtout maintenant qu'on arrive à mieux séquencer les chaînes légères. Ouais. D'où l'importance, je pense, de faire le séquençage, même si pour l'instant, on ne l'utilise pas vraiment, sauf dans des cas d'amylose à chaîne légère normale. Mais Mm. je pense que ça vaut le coup pour justement essayer de prédire la toxicité de ces chaînes légères, hein. Ah ben, juste une question. Est-ce qu'on a les causes de décès par curiosité? Est-ce que ces trois groupes, c'est juste qu'ils décèdent plus à haut risque ou est-ce qu'on a des profils différents avec des décès peut-être plus cardiaques évidemment dans le haut risque et ceux à risque intermédiaire, c'est un autre profil de pathologie éventuellement? On a... Non, c'est ce qui est un peu intéressant. Et justement, dans cet article, ils ont pris leurs patients dans leur globalité. On n'a pas les causes de décès, mais voilà, on a les facteurs de risque au diagnostic, c'est le cœur essentiellement, mais il n'y a pas de. euh, on imagine que la plupart sont morts à cause de problématiques cardiologiques, mais non, ils ont pris toutes causes confondues. Ils ont essayé quand même de faire dans un seul score le pronostic rénal et global, mais c'est vrai que c'est une donnée difficile. Deux, ils n'ont pas pu montrer de lien finalement propre et il y a quand même beaucoup de biais dans cette analyse, mais c'est le début, hein, c'est le début. C'était intéressant de vous le présenter parce que c'est ce vers quoi on va arriver et probablement plus tard. On mettra les données du patient dans une machine qui nous donnera un score beaucoup plus fin et beaucoup plus fiable. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, je pense que si c'est bon pour tout le monde, on va clore cette session. Merci à tous. On se donne donc rendez-vous à la prochaine session Biblios qui est le 3 juillet. Enfin, merci encore aux modérateurs et aux participants. Merci de l'invitation. Oui.